AI in cybersecurity, go hard or go home. Deux intervenants pour cette masterclass, William Ritchie, CTO de chez Custocy, et puis Cédric Lefebvre, expert en cybersécurité également chez Custocy. Très bonne masterclass à tous. Merci beaucoup. C'est nous. Ok, donc bonjour tout le monde, merci. Moi je m'appelle William et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'IA, dans différents domaines, la cyber, mais aussi la médecine, la protection des données. Et je vais vous raconter l'histoire d'une IA qui marche très mal et puis d'une IA qui commence à devenir très performante et comment on arrive à ce niveau-là. Il y a 4 ans, on a décidé de mettre le paquet sur l'intelligence artificielle pour détecter des intrusions dans le réseau. Donc, ce qu'on voulait trouver, c'est des acteurs malveillants qui font de l'exfiltration de données, des mouvements latéraux et qui se comportent de manière malveillante dans le réseau. Et quand on a fait avec Cédric le tour de la littérature, on a commencé à voir au début des techniques basées sur les arbres, des techniques de machine learning qui détectaient déjà assez bien des procédures malveillantes dans le réseau, des scans, des brute force. Et un peu plus tard, des techniques un peu élaborées arrivaient à des taux de détection de 98%, avec des faux positifs, c'est vrai, mais avec des taux de détection pas mal. Donc on a continué à faire le tour de la littérature et on voyait des techniques d'IA qui commençaient à détecter pas juste une procédure ou deux procédures, mais une attaque, une chaîne d'attaque complète. Et là, c'est une technique qui marchait à plus de 90%. Et l'IA est arrivée, des IA à base de deep learning. Et ces IA disaient qu'on pouvait détecter des chaînes d'attaque complètes dans le réseau avec 93 à 98% de précision. Et puis là, à la fin, on a des techniques qui trouvent 99,9% de toutes les attaques dans le réseau et puis toute la chaîne. Ils peuvent décrire toute la chaîne. Donc nous, on s'est dit, facile, on prend ça. On l'implémente sur une solution cloud et on plie la game. C'est fini, on est les meilleurs acteurs de l'IA dans le domaine de la cyber. Donc on a fait ça. Donc on a pris 30 architectures différentes qu'on a trouvées dans la littérature. On les a mis dans un environnement cloud. On a testé 400 000 hyperparamètres. Donc les hyperparamètres, c'est quand vous avez un modèle, vous tweakez un peu, vous changez un peu pour les améliorer. Donc 30 modèles, 400 000 hyperparamètres, on s'est dit là, on va tout défoncer. On essaye ça chez un client bêta-testeur. Sur 100 000 flux réseau, on a trouvé 4% des attaques et on a généré 34 000 faux positifs. Donc ça, c'est l'échec plus total de l'intelligence artificielle. Et donc à partir de ça, on avait comme directive de créer l'intelligence artificielle la plus performante en détection réseau. Donc on a galéré avec Cédric. Et comment on a fait? Comment on a fait pour se relever de cet échec-là? Comment est-ce qu'on part d'une IA qui ne généralise pas? Donc une IA qui ne généralise pas, c'est une IA qui marche bien sur les données d'entraînement, mais qui ne marche pas dans un autre contexte. Donc il fallait qu'on trouve une manière de faire des IA qui généralisent à plusieurs types de données. Donc les deux éléments qui sont extrêmement importants, c'est l'explicabilité et la recherche de biais. Si vous avez deux termes à retenir de ce talk, c'est ceux-là. Et si vous voulez vous relever d'un échec comme on l'a fait, c'est ces deux techniques-là qu'il faut utiliser. Donc la première, c'est l'explicabilité. Donc l'explicabilité en intelligence artificielle. Je vais parler ici d'explicabilité et je mets dans ce terme ce qu'on appelle interprétabilité et explicabilité. L'interprétabilité, c'est pour les ingénieurs, c'est comprendre pourquoi un modèle marche ou pourquoi un modèle ne marche pas. Et l'explicabilité, c'est mettre en contexte une IA, savoir à quoi elle va nous servir. Mais ici, je vais parler généralement d'explicabilité. Donc c'est extrêmement important pour débugger un modèle, comprendre pourquoi il ne marche pas, d'avoir de l'explicabilité, de pouvoir l'interroger. Ici, on ne voit pas très bien, mais en gros, il y a certains modèles, ça c'est un modèle à arbre, qui sont très faciles à expliquer. Donc ici, par exemple, c'est la prédiction de survie sur le Titanic. Et pour comprendre ce modèle-là, c'est extrêmement simple. Vous partez d'en haut, vous regardez le premier embranchement et vous dites ça, c'est le facteur le plus important. Pour survivre au Titanic, le premier élément le plus important, c'est le genre. Les hommes s'en sortent mieux que les femmes sur le Titanic. Et vous descendez comme ça dans l'arbre et vous voyez que le deuxième élément le plus important, c'est l'âge. Si on a plus de 12 ans, on a plus de chances de survivre au Titanic. Donc là, vous avez comme moi des images terribles d'hommes qui ont la vingtaine en train de pousser les enfants et les femmes dans la cale. Et c'est le modèle qui nous explique que c'est ça qui se passe. Après, vous descendez dans l'arbre et vous voyez que le troisième facteur important ici, c'est le numéro de place sur le Titanic. Il
Forcément, quand on est en première classe, on survit plus que quand on est en seconde classe. Donc ça, c'est un modèle hyper explicable. Vous partez d'en haut, vous regardez les embranchements, vous comprenez tout ce qu'a dit le modèle. Et après, on a les modèles à base de réseaux de neurones qu'on appelle des modèles à boîte noire. Donc ce terme-là, moi, je le déteste. Je n'ai jamais aimé le modèle, ce qu'on dit des modèles à boîte noire, parce qu'il y a toujours moyen d'expliquer ce que fait un modèle. Surtout maintenant, quand on a des IA comme des transformers qui ont une couche qu'on appelle une couche d'attention qui nous explique comment ils prennent leurs décisions. Mais de toute manière, dans des IA complexes, comme des réseaux de neurones, on peut toujours faire ce qu'on appelle de l'explicabilité post-hoc. L'explicabilité post-hoc, c'est quoi? Vous avez un modèle et vous affectez une des variables ici et vous voyez comment ça affecte la prédiction. Vous changez l'âge et vous voyez comment ça affecte votre prédiction. Si ça ne change rien à la prédiction, déjà vous commencez à vous dire que en fait, l'âge, ce n'était pas hyper important. Si ça change beaucoup, c'est que l'âge était important. Donc vous avez toujours une manière de faire de l'explicabilité, même sur des modèles qu'on appelle traditionnellement de la boîte noire. Là, on est bien, là. Donc, le féminin de médecin, évidemment, c'est médecin. Cette phrase-là, elle a été générée par une IA qui analyse des catégories socio-professionnelles. Et en fait, quand on lui demande à cette IA quel est le féminin de médecin, il nous répond infirmière, nounou, fiancée, maman, dentiste. Pourquoi est-ce que cette IA, elle se plante autant? Une des raisons pour laquelle cette IA, elle s'est complètement plantée sur la réponse, c'est parce qu'en fait, il y a un biais énorme dans les données d'entraînement qu'on lui a donné. Et en fait, en réalité, il y a beaucoup plus d'hommes médecins que de femmes médecins, et il y a beaucoup plus de femmes infirmières que d'hommes infirmières. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle a appris? L'IA, elle a appris, en fait, si je me plante sur les femmes médecins, c'est pas grave. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, donc à chaque fois que je fais une erreur, c'est très rare. Je ne vais pas ajuster les poids de mon modèle, rien que pour accommoder les femmes. Donc c'est extrêmement grave, évidemment. Et il y a des manières de compenser ces biais. Ça s'appelle un biais de classe. C'est quand vous avez une classe qui est beaucoup plus représentée que l'autre, l'IA va commencer à devenir paresseuse et elle va apprendre que sur la classe dominante. En cyber, c'est hyper important parce que vous avez beaucoup plus de données normales en général que des données d'attaque. Et en général, l'IA elle va dire, c'est pas grave si je loupe les attaques, il n'y en a quasiment pas des données d'attaque, donc je ne vais pas m'entraîner dessus. Donc quand vous avez un biais comme ça, il y a plusieurs manières de rattraper cette différence dans la taille des classes. Une des techniques, c'est l'échantillonnage. Donc vous prenez autant de données normales que vous avez de données d'attaque, par exemple. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de données que vous allez jeter. Ici, là, tout ça, c'est de la donnée que vous pourriez utiliser, mais que vous allez jeter. Une deuxième technique, quand vous avez des classes déséquilibrées, c'est de faire de la data augmentation. Donc en gros, ici, vous prenez la classe minoritaire, en général des classes d'attaque, vous introduisez du bruit, et comme ça, vous gonflez artificiellement la classe qui est minoritaire. Une troisième approche pour gérer un déséquilibre de classe, c'est de dire au modèle, en fait, quand tu te plantes sur les femmes médecins, c'est grave. Et lui dire, les pénalités pour se planter sur une femme médecin, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grave que si tu te plantes sur les hommes médecins. Dans notre cas, dans la cyber, on peut lui dire, te planter sur une attaque, c'est 1000 fois plus grave que de te planter sur une donnée normale. Et du coup, l'ajustement des poids qu'il y a dans le modèle va refléter cette différence d'importance. Ok, maintenant on va faire un cas d'application. Donc ça, c'est un cas réel. Et des cas comme ça, avec Cédric, on en a débugué des centaines. Donc, on a un modèle. On avait un modèle qui classifiait systématiquement du flux réseau normal en flux d'attaque. Que des faux positifs. On en générait plein dans tous les sens. Donc, étape numéro 1, c'est quoi? L'explicabilité. Vous vous tournez vers un algorithme d'explicabilité. Nous, on utilise un algorithme qui s'appelle SHAP, qui s'utilise sur la plupart des modèles. Et ici, SHAP nous dit en haut que ce qui est le plus important dans la détection des flux anormaux, pour nous, c'est la durée du flux. Il nous dit, moi, pour faire mes prédictions, j'utilise que la durée du flux quasiment. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre technique qui s'appelle PDP. Si vous n'avez pas ça dans votre ML, c'est que vos gars, ils ne font pas leur taf. Il faut avoir minimum ça pour pouvoir développer des intelligences artificielles. Cette technique-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous prend les valeurs du facteur le plus important et elle nous dit comment varient ses prédictions en fonction de la valeur de durée du flux. Donc en gros ici, ce que ce graphe est en train de nous dire, c'est qu'à partir de 30 secondes, si le flux réseau qu'on est en train de recevoir fait plus de 30 secondes, à chaque fois, c'est anormal. Alors là, tu te dis, bah, ça c'est impossible. Il y a des flux normaux et des flux anormaux qui ont des tailles variables.
Donc c'est là que je vais voir Cédric et je dis tu peux retourner dans la donnée et m'expliquer pourquoi à partir de 30 secondes on dit systématiquement que c'est une attaque. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'en fait les données normales, comme ça prenait trop de place sur le disque, on coupait tous les flux à 30 secondes. Donc voilà, donc toutes nos données normales font moins de 30 secondes. Et des biais comme ça, il y en a plein dans la littérature. La plupart des modèles en intelligence artificielle pour détecter des failles dans le réseau sont basés sur des données de cette qualité-là. Et du débugage comme ça, on en a fait combien? Des centaines en permanence. Et c'est ce travail itératif de regarder les biais dans les données, de regarder qu'est-ce qui est en train de biaiser les modèles qui font qu'à la fin, vous pouvez générer une bonne IA. Ok, donc je vais juste donner un petit mot sur une technique d'IA qui s'appelle les IA adversariales. Donc ça sert à générer de la donnée quand vous n'en avez pas assez. Donc si vous avez très peu d'attaques et que vous avez besoin de beaucoup de données d'attaque, vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle des IA adversariales. Donc une IA adversariale, elle fait quoi? Dans une IA adversariale, il y a un générateur et un discriminant, et pouf pouf, ils vont faire la bagarre. Le générateur, son rôle, c'est de générer du trafic réseau qui ressemble à du vrai trafic réseau. Et le discriminant, son rôle, c'est de savoir si ce qui a été généré par le générateur, c'est du vrai trafic réseau ou si c'est artificiel. Donc en gros, l'IA à droite, elle regarde ici et elle voit que c'est du vrai trafic réseau. Elle dit « Ah, ça, c'est du vrai trafic réseau ». Et on lui dit « C'est très bien ». Et on lui dit « Tu es récompensé, les poids dans ton réseau, tu n'as pas besoin de les changer, tu te comportes bien ». Après, on a une instance où le générateur génère de la donnée artificielle et la donne au discriminant. Et le discriminant, il dit non, 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 ça là tu bluffes, là je reconnais bien, c'est des données artificielles. Et on lui dit c'est bien, et on lui donne une récompense, les poids dans ce réseau de neurones ne vont pas changer. Attendez, voilà. Par contre, lui, le générateur à gauche, lui, à chaque fois qu'il génère du trafic, et que le discriminant, il arrive à le reconnaître, on lui dit « c'est pas bon, va te réentraîner ». Et en fait, ces deux-là, ils vont se battre en permanence. Lui, il génère du trafic et lui, il discrimine. Et en fait, dans cette espèce de jeu de chat et la souris, le générateur va devenir hyper bon à générer du trafic qui ressemble à du vrai trafic et le discriminant va devenir très bon à discriminer entre du trafic réel et du faux trafic. C'est un peu compliqué, mais en gros, vous allez produire à la fin une IA génératrice qui est capable de générer du trafic ou des types d'attaques ou ce que vous voulez qui ressemblent à des vrais cas de figure. Et ça, vous générez de la donnée et vous le donnez à manger à vos IA. Et ça vous permet d'avoir des jeux de données gigantesques, les jeux de données sur lesquels nous, on s'entraîne. Dernière technique, tu pourras parler après, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. Donc l'apprentissage fédéré, si vous avez de la chance d'avoir plein de clients et qui sont d'accord pour participer à cette expérience, ça peut marcher très bien pour avoir des données sans compromettre l'anonymat de vos clients. Donc en gros, ce que vous avez 5 clients et chacun a un modèle chez lui. Et ils utilisent chacun leurs données d'entraînement qui correspondent à leur réseau chez eux. D'accord? Et vous créez un espèce de métamodèle. Et ce métamodèle, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les semaines ou tous les mois, il va regarder comment chaque modèle a évolué. Il ne va pas regarder la donnée de vos clients, il va regarder leur modèle. Donc juste les poids qu'il y a dans les réseaux de neurones ici. Et à chaque fois que ça change chez les clients, il va intégrer ces changements-là dans ce modèle-là. Et puis après, on redistribue ce métamodèle vers les clients et on continue comme ça. Donc on regarde les poids, comment les modèles ont évolué chez les clients et on bénéficie de tout ce savoir-là. Le problème qu'il peut y avoir là, si vous avez un acteur malveillant, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il peut faire exprès d'aller mettre n'importe quoi comme données. Il peut aller dire, balancer des données d'attaque et dire que c'est normal pour essayer de compromettre vos IA. Il y a une solution à ça. C'est quand vous allez consolider tous les modèles de tous vos clients, vous cherchez un modèle qui est très différent des autres et vous dites non, il est trop variable, lui on ne va pas l'intégrer. L'autre chose qu'un acteur malveillant peut faire, c'est qu'il regarde son modèle et il réalise que sur le brute force, d'un coup il est devenu hyper performant. Il dit waouh, ce type d'attaque, en général l'IA n'est pas très bonne et elle est devenue super bonne. Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est qu'un de vos clients là s'est fait attaquer. Parce que d'un coup vous êtes devenu meilleur sur ce type d'attaque. Encore une fois, il y a des méthodologies, des techniques pour parer à cette compromission d'anonymat. Vous pouvez, quand vous fédérez les modèles, ne pas prendre les modèles de tous vos clients. Vous tirez aléatoirement quel client vous prenez les modèles. Voilà, je vais passer la main là-dessus. Mais le message général, c'est que si vous voulez intégrer de l'IA dans une solution en cyber, go hard or go home.
C'est-à-dire, vous devez y aller à fond, vous devez investir dans des data scientists, des statisticiens, des gens qui peuvent regarder la donnée, comme Cédric, et vous allez itérer dans des boucles. Vous n'allez pas pouvoir juste prendre un cloud, un service IA et le faire tourner chez vous, ça ne marchera pas. Merci. Oui, merci. Donc moi je vais parler, dans le cas réseau, c'est quoi les difficultés qu'on a eues pour mettre en place de l'IA et qu'est-ce qu'on a cherché à détecter. Donc une cyberattaque, en général, c'est pas juste une attaque, un site web, on peut vérifier une service sur un site web, c'est compromettant. Nous on cherche plutôt à protéger un réseau d'entreprise. Donc une attaque sur un réseau d'entreprise, c'est rarement juste le premier PC que j'ai compromis, ça y est, j'ai gagné. Le premier PC que j'ai compromis, en général, il ne me sert à rien. Donc pour compromettre ce premier PC, je vais déjà faire une reconnaissance. Ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à détecter. Et chercher une petite faille, une petite fenêtre ouverte que je vais exploiter. Ça, c'est la compromission initiale. Derrière cette compromission initiale, il faut la garder en place. Donc faire en sorte d'avoir de la persistance. En général, ça se fait via des canaux de command and control. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va chercher à détecter. Puis avoir suffisamment de privilèges pour être un peu le roi du monde sur ce PC et pouvoir aller ailleurs. Aller ailleurs, ça nécessite une reconnaissance interne. La reconnaissance interne, elle est assez rare sur un réseau de manière bénigne. Donc c'est là où vraiment ça va être intéressant de détecter cette reconnaissance interne pour empêcher le mouvement latéral. Parce que potentiellement, s'il y a un mouvement latéral, on va arriver dans un endroit du réseau qui est plus critique et qui va permettre de compléter la mission. Au lieu de ce cycle un peu rigolo d'une APT, on a quand même des choses qui existent, donc des référentiels, notamment la mitre. Donc la mitre, il y a plein de tactiques qui sont expliquées. Globalement, c'est par toutes les étapes de l'attaque par lesquelles on est censé passer pour une attaque complète. Pourquoi nous, on regarde le réseau? Parce qu'il y a plein d'étapes de la mitre où le réseau, c'est là où on est le meilleur pour le détecter. Tout ce qui est découverte, mouvements latéraux, collecte de données, exfiltration de données et command and control. Sans le réseau, c'est très très compliqué à voir. Et c'était partie de l'attaque ultra importante à regarder. Pourquoi on ne regarderait pas juste l'accès initial? Si je détecte le début de l'attaque, ça ne sert à rien de regarder la suite. Il y a la partie défense-évasion qui existe dans la mitre. Donc, en général, les attaquants, ils sont assez forts pour ne pas se faire repérer ou ils utilisent des techniques qui ne se font pas repérer. Par exemple, si je suis copain-copain avec quelqu'un d'une boîte, autour d'une soirée, il me donne son mot de passe, je vous dis bonne chance pour repérer que je me connecte à sa place. Ce n'est pas quelque chose qui se détecte. Quand je fais une compromission dans la chaîne, dans toute la chaîne, pareil, ce n'est pas quelque chose qui peut se détecter. Donc regarder le réseau, c'est important. Et si on prend par exemple la compromission de SolarWinds, il y a des choses qui se sont passées sur le réseau qu'on est capable de voir. Donc comment détecter sur le réseau? C'est simple, on a des paquets et il suffit de regarder la payload. Sauf que la payload, non, c'est chiffré. Si vous avez une solution qui déchiffre tout, pourquoi pas, à la limite. Moi, je n'ai pas confiance dans une solution qui déchiffre tout parce que si on attaque ma solution, l'attaquant, il déchiffre tout aussi. Par contre, on a accès à des choses, on a accès quand même au fait qu'il y ait des paquets qui arrivent, au fait qu'on envoie les paquets à une certaine personne. On a quand même accès aux headers, donc les IP, les headers TCP. Et donc, on a quand même énormément de caractéristiques sur lesquelles on va pouvoir jouer pour détecter une attaque. La volumétrie, le protocole applicatif utilisé. Si c'est Samba, le contenu Samba peut être chiffré, mais on sait que c'est du Samba, c'est déjà une information. La taille et le temps entre les paquets, et aussi qui parle à qui. Ça, c'est très important, qui parle à qui. Un PC qui n'a jamais l'habitude de parler à un PC et qui commence à utiliser un protocole qui permet de faire du mouvement latéral vers ce PC, c'est une information importante. Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle et pas juste apprendre sur tes patterns genre si ce PC reçoit 1000 paquets, si j'ai un PC qui reçoit 1000 paquets par seconde, c'est pas normal. Parce que d'un réseau à un autre, une attaque, c'est pas du tout la même chose. J'ai ma petite boîte avec 10 PC versus j'ai ma boîte de 50 000 PC. Un scan de port, un scan de réseau, c'est pas la même chose. Il y en a un, je fais scanner 10 PC. De l'autre côté, je fais faire un scan de 50 000 PC. Donc les attaques, même si c'est le même type d'attaque, elles sont complètement différentes d'une architecture à une autre. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est important. On a besoin de s'entraîner chez le client.
Pour ça, soit on fait un modèle d'analyse comportementale qui marche pas mal, mais il y a pas mal de faux positifs. Soit on utilise aussi des données sur lesquelles on va s'entraîner pour pouvoir labelliser certaines attaques. Le souci, c'est que le dataset public de référence, c'est le dataset du CIC pour Canadian Institute of Cybersecurity qui a été fait en 2017. Et il y a plein de papiers de recherche qui montrent que cet asset est affreusement nul. Il y a autant d'attaques que de bénins, ce qui ne montre pas du tout la réalité. Il y a des flux qui sont inversés, des flux qui sont dupliqués, on est sur une seule architecture. Il y a peu d'attaques. Il y a des attaques qui sont même sur un port fermé. Un brute force sur un port fermé, ça ne fait pas grand-chose, quoi. Etc. Donc la solution, c'est qu'il va falloir forger de la donnée. On est obligé, pour pouvoir faire une détection cohérente, d'avoir nos propres jeux de données. Il n'y a rien de public qui... Enfin, dans le monde de la recherche publique, en tout cas, il n'y a rien d'intéressant dans les données réseau pour pouvoir mettre en place des modèles efficaces. Donc, les procédures qu'on cherche forcément à détecter dans le réseau, ça va être un canal de command and control. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut apprendre les patterns particuliers vers certains botnets. En général, ça va être X paquets qui sont espacés quasiment de la même façon, etc. C'est des choses qu'on peut apprendre. Le souci, c'est que des botnets, il y en a quand même régulièrement des nouveaux. Une autre façon de faire, c'est que les flux vont être assez récurrents. Genre, quand je fais contacter mon canal de command and control, en général, toutes les X secondes, je vais lui demander « Tiens, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me faire faire ?» Et cette récurrence dans les flux, c'est quelque chose qui peut se détecter également. Donc la partie découverte de réseau, donc on va regarder globalement tout ce qui part d'une même adresse IP et voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc ça, c'est la partie agrégation. Tout ce qui est partie mouvement latéraux, c'est plus de l'analyse comportementale qui va nous servir à détecter ça. Je parle sur tel protocole, je n'ai pas trop l'habitude d'y parler, surtout vers tel IP, ce genre de choses. Et l'exfiltration de données, il y a pas mal de façons de la détecter. Si elle est brutale, ça se voit assez facilement. Il y a des flux de taille complètement normale. Si elle est discrète, c'est plutôt le même type d'algorithme que les command and control qui vont nous aider. C'est regarder des choses assez périodiques dans le réseau vers en général des serveurs cloud maintenant la plupart du temps et avec un pattern de données qui se ressemble assez. En conclusion, donc l'IA, ça doit être bien fait. Et il faut une vraie équipe de data science pour la mettre en place. Si on prend quelque chose, je vais implémenter juste un modèle d'IA que j'ai vu dans un papier de recherche, on s'est rendu compte que ça ne marche vraiment pas dans la vraie vie. Ça marche en recherche, c'est tout. Un modèle d'analyse comportementale, c'est important dans la détection. Juste du superviser, nous, ça ne nous suffit pas. On est obligé d'utiliser l'analyse comportementale. Et surtout, l'interprétation des résultats, c'est quelque chose de très important, mais ça doit être corrélé à un expert. William, s'il regarde les résultats de s'il essaie d'interpréter les résultats de cybersécurité, il comprend presque rien. C'est pour ça qu'il vient me voir pour dire tiens, ce résultat, moi je le comprends, je comprends pourquoi l'IA a levé ce résultat. Et si vous appliquez l'IA à la cybersécurité, il faut que vous ayez des gens qui s'y connaissent quand même en cybersécurité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si jamais on dépasse le temps de questions, on est sur le pavillon C7 à l'Occitanie. Donc vous pouvez venir nous parler. Et sinon, s'il y a quelqu'un qui a des questions là, dans la salle, n'hésitez pas. Allez, on peut prendre une question déjà. Une question. Oh! Ah là, c'est compliqué d'y aller là-bas. C'est bien, c'est bien. Bonjour, merci pour cette présentation qui est vraiment très intéressante. Vous avez parlé de Chab d'un côté, vous avez parlé des quelques données qui sont disponibles sur du trafic chiffré. Quelles sont les données qui sont importantes sur la détection et qui s'avèrent intéressantes pour détecter vos attaques? Alors, les données les plus importantes, c'est des données d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe habituellement dans une entreprise et essayer de monter des attaques dans des données typiques d'un réseau d'entreprise. C'est ce que le CIC, le dataset dont je parlais, a essayé de faire. Il l'a fait de manière suffisante pour certains articles de recherche, mais pour la production, ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier les architectures, essayer de prendre des architectures réalistes de tailles très différentes.
multiplier les OS qui tournent. Sur une architecture Windows, c'est pas la même que quelqu'un qui est en full cloud avec des Mac. Et mener des attaques vraiment de nature différente dans ces réseaux. Nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est que donc on a des données publiques qu'on a parsées nous-mêmes. On est allé faire le tri de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On a un cyber range, on fait des pen tests chez des clients. Et puis, une fois qu'on a toutes ces données-là, ça nous fait un modèle, un petit bébé modèle. Et on finit de l'entraîner chez le client. Donc, on prend la connaissance qu'on a entraînée et en gros, on le met chez le client et on continue à entraîner chez eux. Et comment est-ce que vous faites la différence une fois que vous déployez là, sur la première version chez le client entre le trafic où on peut espérer qu'il n'est pas trop sale, mais par définition, si vous êtes chez le client, c'est que vous avez du trafic malveillant aussi qui se balade. Comment vous faites pour filtrer ça encore dans cette période d'apprentissage? Là, du coup, on ne prend pas trop de risques. Donc les bébés modèles, c'est des petits bébés, mais ils arrivent quand même à avoir des trucs qui sont vraiment gros. Et s'il y a des choses borderline, on ne les inclut pas. Si on voit que c'est trop proche de la limite, vraiment, on les jette. Merci beaucoup. Je regarde ma montre pour voir si on peut prendre une autre question. Si vous en avez, s'il y a une autre question, on peut en prendre une. Eh bien, écoutez, Cédric et William. Merci. C'est bien ça. Merci beaucoup pour cette masterclass. Et puis, on peut vous retrouver sur votre stand de toute manière si on a des questions. C'est ça, c'est 7. Merci beaucoup pour cette masterclass.